Bruno Gollnisch, bonjour. Bonjour. Nous voilà de nouveau à Strasbourg pour la session de novembre de ce Parlement. Eh oui, C'est une session qui est très largement consacrée au vote du budget de l'année prochaine, du budget européen pour les 7 prochaines années. 1000 Ainsi- milliards d'euros. Il Exactement. y a de quoi faire. Et justement de tous les programmes politiques, etc., qui vont être, qui vont faire l'objet des financements de la communauté. Nous vous savons eurosceptiques. Vous avez voté contre tout ou Non, bien sûr, nous avons voté contre un certain nombre de dépenses inutiles. Nous avons voté, d'autre part, contre des programmes dont nous souhaiterions la renationalisation. Par exemple, la politique agricole commune. Nos positions européennes faisaient peur à beaucoup d'agriculteurs, mais nous préférerions, nous, aider les agriculteurs français avec l'argent que nous donnons en ce moment à l'Europe. Je vous rappelle que nous sommes contributeurs nets, c'est-à-dire que nous donnons beaucoup plus que ce que nous recevons. Par conséquent, quand on dit aux agriculteurs, quand on essaie de leur faire peur en leur disant si les thèses du Front National triomphent, vous n'aurez plus d'aide de la part de l'Europe, c'est tout à fait absurde. Il y a d'autres programmes, par exemple, pour lesquels nous avons été réservés. Je pense en particulier à un programme qui est extrêmement séduisant dans le cadre de la politique des transports, qui est le TGV Lyon-Turin, mais qui requiert que l'on perce un tunnel de 50 km à travers les Alpes. C'est un projet pharaonique, beaucoup plus coûteux encore que le tunnel sous la Manche, et à mon avis beaucoup moins utile, parce qu'on peut continuer, moyennant un certain nombre d'aménagements, à passer par le seuil naturel de Vintimille. Par conséquent, là-dessus, nous avons été réservés. Nous nous sommes abstenus sur pourtant une initiative qui est sympathique, les échanges d'étudiants, les bourses Erasmus. En principe, nous ne sommes pas hostiles à ces bourses, mais en l'occurrence, on en a étendu tellement le champ et l'application à des programmes d'animateurs sociaux dans les banlieues, etc., qui ne nous paraissaient pas devoir justifier le sacrifice de l'argent des Européens. En revanche, par exemple, nous avons voté les crédits pour le satellite européen. C'est important que nous disposions d'un satellite et d'un système de positionnement par satellite, de GPS, qui soit indépendant des États-Unis d'Amérique, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Et c'est important aussi bien sur le plan civil que sur le plan militaire. D'une façon générale, je suis personnellement favorable à la réduction de tout le système de l'Union européenne à un système de gestion par programme. Des programmes précis, chiffrés, quantifiables, sur lesquels les citoyens européens puissent mettre un bilan. Qu'est-ce que ça coûte et qu'est-ce que ça nous rapporte comme avantage? donc pragmatique et pas dogmatique? Absolument, et débarrasser de toute cette hyper-réglementation qui prétend encadrer tous les aspects de la vie politique, économique, sociale, culturelle, sexuelle, devrais-je dire, sans plaisanter, de 450 millions d'Européens. Autre sujet dont vos auditeurs vont certainement avoir entendu parler par la presse, la remise du prix Sakharov ce midi à une jeune femme, Malala Yousafzai, parfaitement, Yousafzai. Malala Yousafzai, qui est une jeune pakistanaise qui, habitant dans le nord de ce pays, a été l'objet de pression par les talibans qui interdisaient aux filles d'aller à l'école. Elle a lutté à sa façon contre ce fanatisme islamique et elle a d'ailleurs été de ce fait grièvement blessée dans un attentat. On a essayé de la tuer, elle a reçu une balle dans la tête, elle en est heureusement tout à fait réchappée. Elle nous a fait une démonstration extrêmement brillante d'ailleurs, une jeune fille de 16 ans. Je suis heureux d'ailleurs que l'initiative de la remise de ce prix Sakharov, censé honorer des défenseurs de la liberté d'expression et qui a parfois, il faut bien le dire, été moins bien décerné. Mais pour une fois, l'initiative en a appartenu à des députés que l'on pourrait dire nationaux, patriotes, au nombre desquels je m'honore d'avoir été. Et par conséquent, nous sommes heureux que ce prix Sakharov ait été remis à cette courageuse jeune fille qui reste certainement un exemple et un modèle de lutte contre le fanatisme, et en l'occurrence le fanatisme islamiste. Autre sujet de cette session, un rapport extrêmement dangereux, le rapport Fox-Hefner, concernant soi-disant les sièges des institutions européennes, mais qui en fait vise à remettre en cause le siège du Parlement européen à Strasbourg.
Oui, en réalité, l'enfer est pavé de bonnes intentions et il y a beaucoup d'hypocrisie dans cette démarche. On a fait adopter, d'ailleurs par une large majorité de ce Parlement européen, le fait que le Parlement puisse demander une renégociation des traités pour n'avoir plus qu'un seul lieu de travail. Et bien évidemment, si cela était accepté, la majorité de ce Parlement, les Britanniques en tête, déciderait de tout regrouper à Bruxelles. En réalité, nous vivons là l'aboutissement d'un processus qui est parfaitement exemplaire, symptomatique à la fois de la volonté des européistes de créer un super État européen dont Bruxelles, partagé, comme vous le savez, entre la Flandre et la Wallonie, serait un espèce de district fédéral. Bruxelles serait aux États-Unis d'Europe ce que Washington DC, le district de Washington, est aux États-Unis d'Amérique. Voilà, c'est ça le but, c'est d'y regrouper toutes les institutions, ce qui procède, comme je l'ai dit à mes camarades britanniques eurosceptiques, en réalité d'une logique étatique. C'est pour instaurer le super État euromondialiste. Nous avons défendu Strasbourg, qui est le siège légal, officiel du Parlement européen. Mais il faut bien dire que Strasbourg n'a pas été défendu par le gouvernement français. Nous vivons 25 ans d'impéritie. Je me souviens que déjà en 86, quand j'étais à l'Assemblée nationale française, à la Commission des affaires européennes, on disait qu'il faut faire les aménagements nécessaires à Strasbourg, il faut que les lignes aériennes soient suffisantes pour amener en période de session des gens d'un peu partout en Europe. Rien de tout cela n'a été fait. C'est absolument indigent, scandaleux. Et on a construit, c'est vrai, un nouvel hémicycle et un nouveau bâtiment de ce Parlement. Les bureaux, ils sont plus petits encore que dans le précédent. Et surtout, le gouvernement français a laissé, dans l'illégalité la plus totale, et pourtant ça a duré 3 ans, il y avait le temps de réagir, construire en vue du Parlement européen un immense bâtiment sur fonds privés comportant un hémicycle qui a été loué à prix d'or dans la dernière heure du mandat du président socialiste espagnol Baron Crespo. J'ai essayé d'attirer l'attention. Il est certain qu'on a créé de ce fait une situation absolument intenable dans laquelle ces beaux locaux de Strasbourg sont occupés 3 jours et demi par mois. Ça ne peut pas tenir. Il fallait que la France négocie, par exemple, au moment de la constitution de la Banque centrale européenne, l'abandon de la candidature de Lyon au profit de Francfort contre le fait de tout regrouper à Strasbourg. Mais il est certain que la situation actuelle, hélas, n'est pas tenable. Une partie de l'administration est encore à Luxembourg. Les sessions plénières ont lieu 3 jours et demi par mois à Strasbourg. Et le reste du temps, tout se tient à Bruxelles. Ça ne tiendra pas très longtemps s'il n'y a pas, de la part du gouvernement français, au Conseil européen, des mesures très fermes et des propositions positives. En tout cas, pour vous, le combat continue. Et à propos de combat, justement, ce sera peut-être une question centrale de la prochaine mandature et donc de la prochaine campagne des élections européennes. Beaucoup de choses, peut-être beaucoup de bêtises sont dites dans la presse ou même par les sondages en ce moment, en France, sur le succès annoncé du Front National, ses raisons et ses acteurs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, je me réjouis des bons sondages. Je suis quand même quelquefois un petit peu effaré du grégarisme d'un certain nombre de journalistes. Je n'ai rien, par exemple, contre le journaliste qui a fait un excellent article, un article plutôt agréable, dans le Figaro magazine d'il y a une dizaine de jours, sur ces nouveaux intellectuels qui rallient le Front National, ces conseillers politiques de tout poil, comme si auparavant le Front National avait été un ramassis de brutes au front bas. Alors, je ne connais pas le journaliste en question et peut-être récemment arrivé, sinon dans la profession, du moins au contact du Front National. Mais que je sache, il y a quand même eu un certain nombre d'intellectuels, entre guillemets, si tant est que ce mot va y dire encore quelque chose, au Front National dès les débuts, dans la volonté d'élargissement et de réunion de la part de Jean-Marie Le Pen. Que je sache, par exemple, le président de notre conseil scientifique, un maître de conférence à l'université de Grenoble, Hugues Petit, professeur d'histoire des idées politiques et même chargé de la chaire des droits de l'homme. C'est dire que, ses compétences professionnelles s'imposent. Alors même que l'on connaissait son engagement politique, qui est un des garçons les plus brillants de sa génération.
génération, je crois que c'était un intellectuel. Le doyen Audry, Jean Audry, qui est l'un des linguistes les plus éminents de France, était aussi, que je sache, un intellectuel, ou l'africaniste Bernard Lugan, auprès duquel nous pouvions recueillir des informations sur l'évolution de la situation dans ce continent. Je pense à Madame Dachary, par exemple, professeure honoraire à la Sorbonne de géographie physique et de géographie des transports, qui est l'une des personnes qui connaît le mieux justement cette question d'économie des transports. Je pense au professeur Robichez, également professeur à la Sorbonne. Excusez-moi de me citer moi-même, puisque j'ai été quand même doyen de faculté et que j'ai été à la fois maître de conférence de droit avant de devenir professeur de langue et de civilisation de l'Extrême-Orient. Bon, encore une fois, c'est un certain nombre de gens qui découvrent que tout est beau, que tout est nouveau, tant mieux, mais qui ne perçoivent pas la continuité remarquable qu'il y a eu dans notre action. C'est une action de persévérance, et moi je me réjouis sans réserve de cette dédiabolisation. Je crois qu'elle résulte avant toute chose du fait que les Français ont pris conscience que nous posons les bonnes questions, nous avons les bonnes réponses, et nous avons des gens qui sont capables de les porter, comme on le verra non seulement aux élections municipales, mais aux prochaines élections européennes. Merci Bruno Gollnisch. Merci.